Bonsoir, des Européens fuyant leur ville en ruine, des femmes, des enfants, des vieillards en larmes et démunis. Ces images, vous allez les voir dans un instant. Elles ne datent pas de la Seconde Guerre mondiale, non. Elles ont été tournées hier et aujourd'hui en Yougoslavie, à Vukovar, tout près d'ici. Elles révèlent la gravité et l'absurdité du conflit qui oppose les Serbes aux Croates et qui semble se terminer par la victoire des Serbes. Mais cette victoire par les armes ne fera qu'accentuer le fossé entre les deux communautés. Morad Aitabouche. Sous la surveillance de l'armée yougoslave, les uns après les autres, les soldats croates rendent les armes. Pour eux, la résistance, la guerre est finie. Commence alors le travail des organisations humanitaires et de la Croix-Rouge internationale. Son représentant est déjà sur place. Nous voulons tout régler pour éviter les exactions. Désormais, leur mission est moins délicate. Les derniers irréductibles croates se sont livrés à l'armée. Fuyant les ruines de Vukovar, les civils affluent sur les routes, les chemins. Exode massif. Sans eau, sans électricité, terrés depuis 3 mois rythmés par les bombes. Ils ont tué tous nos amis. Nous n'y sommes pour rien, nous ne voulons pas de cette guerre. Nous aimons les gens, nous. Mais ils ont tué tout le monde. Nous ne voulons haïr personne. Nous ne haïssons personne. Vukovar dévasté, ruiné, les habitants qui ont décidé de rester sortent les corps des décombres. L'hôpital est surchargé. Cet après-midi encore, des tireurs isolés semaient la terreur dans la ville. Partout, hommes, femmes, jeunes ou vieux, la plupart blessés, attendent désespérément l'arrivée des secours. Des secours qui tardent. Ce convoi de la communauté européenne a dû rebrousser chemin. Cet après-midi, il a été mitraillé. Plus loin, à Vinkovci, à une vingtaine de kilomètres de Vukovar, les combats continuent. À l'abri, avec ses parents, Alen Horvat a 11 ans, il est croate. Pour fuir Vukovar, il a dû courir, traverser des champs minés et la rivière Vuka. Aujourd'hui, malgré les affrontements, ici, il se sent en sécurité. Qu'as-tu ressenti quand ta mère a été blessée? J'ai pleuré, c'était très dur pour moi. Pendant tous ces mois à Vukovar, quel a été ton plus grand souhait? La paix. Surprise à Moscou, Édouard Shevardnadze redevient le chef de la diplomatie soviétique. Cette nomination marque la réconciliation avec Mikhail Gorbatchev. Édouard Shevardnadze, vous le voyez, avait démissionné avec fracas en décembre 90 parce qu'il redoutait et pressentait une tentative de coup d'État. Forte intuition. Les pays occidentaux qui viennent d'accorder des facilités de crédit à Moscou seront rassurés par sa réapparition. Les deux ex-otages, Terry Waite et Thomas Sutherland, ont largement souri à leur libération. Ils ont même fait preuve d'humour, comme s'ils voulaient faire un dernier pied de nez à leurs ravisseurs et montrer qu'ils n'avaient pas été détruits psychologiquement par leur chaîne. Et l'optimisme était d'autant plus grand que tous les otages pourraient être libérés avant la fin de l'année. Terry Waite l'a annoncé en affirmant déjà que les 3 Américains retenus à Beyrouth devraient être libres dans les prochains jours. Hélène Frandon. L'image du bonheur retrouvé. Le professeur américain Thomas Sutherland, entouré de sa femme et d'une de ses filles, après plus de 6 ans de séparation. Le bonheur encore sur ce visage creusé par la fatigue, celui de Terry Waite, le Britannique. Il n'avait pas revu son pays depuis plus de 5 ans. Pour les journalistes, il racontera sa détention, les chaînes au mur, les bombardements. Puis il annonce la libération de 3 otages sur 6 avant la fin du mois. Parmi eux, Terry Anderson. Après avoir prié les gardiens, nous avons obtenu que Terry Anderson soit libéré de ses chaînes. Comme ça, aujourd'hui, il peut au moins se déplacer dans la cellule où il est encore enfermé. Une cellule que nous avons partagée avec lui. En 86, quand il fut fait prisonnier, Terry Waite négociait déjà la libération de Terry Anderson. Officiellement, au nom de l'église anglaise, en fait, prétend la chaîne américaine CBS, il aurait travaillé avec l'américain Oliver North, impliqué ensuite dans le scandale de l'Iron Gate. Selon les rumeurs, il aurait porté sur lui un émetteur pour localiser les otages. Un scandale dépassé par une nouvelle actualité, la paix au Moyen-Orient. Au nom de cette paix, les Occidentaux sont aujourd'hui échangés contre des islamistes détenus par Israël. Une page semble se tourner.
20 chefs d'État, dont M. Nicéphore Soglo, le président élu du Bénin, 12 chefs de gouvernement, 15 chefs de délégation, 20 plus 12 plus 15 égale 47. 47 pays réunis à Paris pour un seul et même sommet. Cela pourrait faire penser à une tour de Babel, mais ce n'est pas le cas pour une raison précise. Ces 47 pays parlent la même langue et font partie de la même famille, la grande famille francophone. Et cette famille s'agrandit avec l'arrivée de deux pays de l'Est, la Roumanie et la Bulgarie. Une présence qui peut sembler surprenante au sein de ce sommet de la francophonie, mais les principaux intéressés s'en félicitent et même s'en expliquent. Reportage de Jean-Paul Gérois et Christian Decarnet. Extension à l'Est, la francophonie a accueilli aujourd'hui les présidents bulgares et roumains. Une présence qui bouscule les idées reçues selon lesquelles la francophonie est essentiellement l'affaire de la France, du Canada et des pays africains. Les nouveaux venus, eux, sont sûrs d'appartenir à la famille. Les Bulgares, la plupart parmi eux parlent français, aiment énormément la France et malgré cet isolement de plus de 45 ans de communisme, de l'époque communiste, ils ont gardé leur amour pour la France, la langue française, la culture française, qui fait partie de notre identité nationale. On l'attendait depuis longtemps. La francophonie est pour nous le résultat d'une longue attente. C'est que toute l'histoire moderne de la Roumanie était marquée par l'appui constant et généreux de la France. Selon ses cousins de l'Est, l'adhésion à la francophonie a deux objectifs principaux. Bénéficier de ces structures d'entraide, bien sûr, mais aussi s'attacher encore davantage à l'Ouest et au système démocratique. C'est aussi pour nous créer non seulement une éducation pour la démocratie, dans des conditions culturelles qui stabilisent la liberté reconquise, mais aussi des conditions qui puissent donner une certaine stabilité économique qui, elle aussi, puisse garantir ce grand changement. Certains pays africains redoutent un éventuel détournement de l'aide au développement au bénéfice des pays de l'Est. La Bulgarie et la Roumanie protestent à l'unisson. Selon eux, aider l'Europe de l'Est à redémarrer, c'est aussi une façon d'accélérer le développement africain. Bonsoir, Monsieur Soglo. Vous êtes le président du Bénin. C'est aussi votre sentiment? Oh, bonsoir, monsieur. Non, enfin, c'est-à-dire que, comme je le dis, c'est une question de choix pour les Européens et les Français en particulier. Je pense qu'il faut vraiment partir de ces avantages comparatifs. Mais vous avez le sentiment que l'Afrique est en ce moment un petit peu oubliée? Enfin, j'avais ce sentiment-là, mais je crois que les choses commencent à changer dans le monde occidental avec la fin de la guerre froide, le démantèlement du mur de Berlin et puis l'effondrement du communisme. Je crois maintenant, c'est ce que nous sommes en train de faire dans un certain nombre de pays, de chefs d'État, c'est de faire comprendre très clairement au monde occidental et au monde en général que le défi du développement se situe en Afrique, et en particulier en Afrique au sud du Sahara, et que c'est là que je trouve vraiment le vrai défi. Alors, c'est curieux l'impression qu'on peut ressentir ici. Il y a une forte, vous le savez très bien, prise de conscience de la part des opinions publiques à l'égard de vos problèmes en Afrique, mais comme une indifférence, pour ne pas dire plus, de certains gouvernants. Oh, je crois que c'est parce qu'on ne leur explique pas très bien un certain nombre de choses. C'est ce que j'ai dit ce matin. J'ai dit, après tout, dans le développement, il n'y a pas de miracle. Il faut naturellement un certain nombre d'ingrédients. Lorsque j'étais au Japon l'année dernière, les Japonais m'ont dit qu'il y a 4 conditions de leur point de vue, en tout cas le patronat japonais. C'est d'une part le patriotisme, deuxièmement, il faut un travail acharné, troisièmement, il faut beaucoup de discipline, et quatrièmement, il faut donner le temps au temps, c'est-à-dire la patience. Alors, on vous a invité parce que vous avez une particularité, même une singularité. Vous êtes un président élu. C'est vrai. Cela peut surprendre de dire ça en Europe, mais vous êtes le premier homme d'État de l'Afrique francophone à avoir battu un général dictateur grâce aux urnes. C'est vrai que nous avons, l'année dernière, entamé une conférence nationale, c'est-à-dire une sorte d'états généraux. En voyant tout à l'heure vos images sur la guerre civile, ça me faisait penser un peu à ce qui a ravagé l'Afrique pendant ces dernières années, c'est-à-dire la violence. Et la conférence nationale, c'est précisément le remède à cela, c'est-à-dire qu'au fond, c'est l'alternative à la violence, à la guerre civile. Et nous avons monté ce mécanisme. Et ensuite, il a fallu libérer tous les prisonniers politiques. Il y en avait 250 qui étaient torturés, etc. Et finalement, il y a eu donc ce gouvernement de transition avec le multipartisme, la liberté de la presse, etc., des élections locales, législatives, présidentielles. Et c'est là où, effectivement, j'ai battu l'ancien président. Alors, on dit que le Bénin est le quartier latin de l'Afrique. Pourquoi n'y a-t-il pas d'autres quartiers latins? Pourquoi n'êtes-vous pas imité?
si actuellement il y a un mouvement profond qui est en cours. Non, c'est vrai, il faut le dire, parce que souvent on voit simplement l'écume des choses. Comme je dis, il faut voir les courants profonds, pas ce qu'on voit de temps à autre l'événement. C'est que beaucoup de pays se sont engagés dans ce profond mouvement de démocratisation qui est une véritable renaissance du peuple noir d'Afrique et d'ailleurs. Donc il peut se produire en Afrique ce qui s'est produit en Europe de l'Est récemment. Ça se fait actuellement. Nous avons, après le Bénin, le Gabon, le Congo, le Togo, le Niger, le Mali, qui sont engagés dans ce mouvement de démocratisation, et ça est en cours actuellement aux Zaïre. Monsieur le Président, combien de temps avez-vous vécu en France? Près d'un quart de siècle. Donc vous vous intéressez toujours à ce qui se passe dans notre pays? Absolument. Alors je vous demande de rester une petite minute pour suivre ce qui se passe dans notre pays et pour regarder les dernières propositions sur l'immigration proposées par Le Pen. Ces 50 propositions ont été présentées le week-end dernier par Bruno Maigret et c'est la première fois qu'un dirigeant du Front National exprime si précisément une sorte de programme sur l'immigration. Des mesures si précises justement et si concrètes qu'elles suscitent de nombreuses et vives réactions au sein de la droite parlementaire qui tient à se démarquer. Charles Sanviti, Laurent Pelletier, Hervé Gutmann. L'immigration, selon Bruno Maigret, ou 50 mesures pour régler définitivement la question. Samedi à Marseille, le théoricien du Front National livre sa recette. Concret, méticuleux, scientifique, sa solution égale priorité au droit du sang. Pour les étrangers à la frontière, contrôle sanitaire approfondi, plus caution versée pour séjourner en France. Prévu aussi le regroupement des expulsés dans des centres d'hébergement surveillés. Enfin, rétroactivité du droit, applicable aux naturalisations acquises depuis 1974. Les axes de notre politique et de notre programme de l'immigration. Il conviendra en conséquence de réexaminer les conditions d'octroi de la nationalité française depuis cette date et d'attribuer à l'État la possibilité de réexaminer les dossiers. Bref, mesures rétroactives du jamais vu depuis Vichy, régime d'exception légalisé, des idées qui séduisent certains, exemple Michel Poniatowski, sauf sur la rétroactivité, il applaudit des deux mains. Il y a des propositions tout à fait normales, et je le dis clairement, et qui recoupent ce que j'ai moi-même écrit dans mes livres depuis 10 ans. Pour les autres, le schisme est consommé, à droite, on se démarque résolument, la rétroactivité, c'est le tollé. Cette mesure-là, cette décision-là, si elle était prise en France, nous ferait revenir à la honte du régime de Vichy. On veut faire vivre la France dans un camp retranché et on écrit le programme de la xénophobie. Il y a des mesures comme la déchéance de la nationalité qui, je crois, et même j'en suis sûr, n'ont pas été prises depuis 50 ans. S'il leur manque plus que l'étoile jaune et les wagons plombés, ça, je crois que ça suffit largement. Seulement, prudent, Bruno Maigret a parlé à titre personnel. Sa contribution ne figure pas encore au programme du Front National. Le cas échéant, le mouvement ira plus loin ou fera marche arrière, selon l'opinion et les circonstances. On prend souvent la liberté de commenter ce qui se passe dans vos pays, en Afrique, donc votre regard sur notre pays dit civilisé nous intéresse. Qu'en pensez-vous? Je dois dire que quand j'écoute ce débat, ça me paraît absolument ubuesque. J'ai le sentiment que c'est un combat d'arrière-garde. Parce qu'il suffit de regarder l'histoire, que ce soit les empires grecs, romains, portugais, tout ça. Les barbares, comme disait je ne sais plus quel archevêque, sont déjà dans l'empire. Si ces mesures étaient appliquées, la France aurait-elle le même rayonnement? Ce sommet francophone pourrait-il se tenir à Paris? Non, d'abord je crois que nous sommes dans un village planétaire. Je pense que tout ça paraît simplement de la politique politicienne. Moi, je trouve que ça n'a même pas de sens parce que les grands pays maintenant sont multiraciaux. Et ça, c'est un fait. La France n'échappera pas à cela. On prendra des mesures, c'est possible, mais je crois que ce qu'on propose là, même les Français les plus raisonnables ne le pensent pas. Merci, Monsieur Soglo. En France, d'énormes mastodontes, 6, 8 ou 10 roues, ont joué les mollusques sur les routes de France aujourd'hui. Cette opération escargot imaginée par les routiers, toujours mécontents, a produit l'effet escompté. Les 4 roues ont souffert. Le mouvement était en fait prévu depuis longtemps. Les routiers veulent en effet faire pression sur le gouvernement à 48 heures d'une table ronde importante. Une opération plus ou moins suivie selon les régions. Mais dans l'ensemble, le syndicat national des transporteurs routiers a gagné son pari, montré sa force sans déclencher la paralysie. Reportage en Bretagne de Pierre Crégnoux.
C'est donc comme prévu vers 7h30 ce matin que les transporteurs routiers adhérents à la FNTR ont mis en place leur dispositif sur l'axe Vannes-Lorient dans le Morbihan, autour de Quimper dans le Finistère et aux abords de Limballe dans les Côtes d'Armor. À Rennes, ici, c'est sur la rocade que les transporteurs ont bloqué la circulation et le trafic a été pratiquement arrêté en milieu de matinée, occasionnant des embouteillages monstres aux entrées et aux sorties de la ville, provoquant bien sûr des retards de l'ordre de 2 heures pour arriver au travail. Une vraie pagaille sans incident majeur et une façon pour ces transporteurs d'alerter les pouvoirs publics. On demande une égalité, une harmonisation des charges fiscales, techniques et sociales sur le plan européen, de manière à ce que la concurrence européenne, et c'est normal, puisse venir s'exercer sur notre territoire, mais avec des chances égales par rapport aux transporteurs français. Tout en regrettant la gêne occasionnée aux automobilistes, les organisateurs de ces manifestations se montraient plutôt satisfaits devant la mobilisation importante des transporteurs routiers bretons. Les paysans manifestent à nouveau. Une cinquantaine de jeunes agriculteurs du Tarn-et-Garonne ont intercepté à Castelsarrasin des camions de viande et de bétail, et ils récidiveront peut-être quand ils prendront connaissance de l'enquête de l'INSEE. Le revenu des agriculteurs a baissé de plus de 7% en 91. Seuls les maraîchers s'en sortent bien cette année. Toutes les autres catégories sont touchées, même des secteurs jusqu'alors épargnés. Ainsi, le revenu des viticulteurs a chuté de 23% après 2 années très fastes. Explication sur les points forts de ce dossier avec Marie-Hélène Tichou. En moyenne, le revenu brut des agriculteurs a baissé cette année de 7,3%. Le marché de la viande a chuté, moins 8,5%. Les éleveurs de gros bovins encaissent cette nouvelle baisse après une année déjà très mauvaise en 1990. La raison, l'offre trop abondante. Les éleveurs qui avaient retardé leur vente de bétail ont dû mettre leur production sur le marché. À cela s'est ajoutée la forte augmentation des importations d'Allemagne. Le prix du lait a aussi baissé pour la première fois depuis 20 ans. La baisse des prix a été en partie compensée par les subventions françaises et européennes, mais seulement en partie. Selon l'INSEE, avec les subventions, la baisse des revenus des producteurs de viande et de lait a été limitée à 2%. Sans les subventions, qui sont elles-mêmes moins importantes qu'en 90, la chute aurait été beaucoup plus rude, moins 14%. Autre secteur très touché, la viticulture. Les prix du vin, en particulier les bons vins, les vins d'appellation, après 2 ans exceptionnels, sont en chute libre, moins 23%. Les céréaliers, eux, s'en sortent bien, bonne récolte et prix stable, avec une exception pour le maïs. Les maraîchers ont eu chaud, mais l'augmentation des prix compense la baisse de la production, liée au mauvais temps. La décentralisation à 10 ans, c'est peu dans l'histoire d'un pays, d'une autre en tout cas, toujours élitiste, toujours jacobin, toujours parisien. L'ENA ne veut rien entendre. Strasbourg et son si beau quartier, la Petite France, ne lui conviennent pas. C'est la raison pour laquelle une opération porte ouverte était organisée aujourd'hui dans la célèbre école. La mobilisation s'arrête là. Les anciens ou futurs élèves de l'ENA n'ont pas l'habitude ou même l'intention de manifester. Reportage de Robert Papin et Pierre Vernet. Ils n'ont guère l'habitude de manifester, pourtant ces futurs hauts fonctionnaires contestent une décision de l'État. Comme l'a fait remarquer notre directeur, il s'agit moins de contester que d'essayer d'éclairer une décision qui ne nous semble pas appropriée. Nous pensons que la concertation aura lieu, que nous aurons le moyen d'exprimer notre position, pourquoi ce transfert nous semble dangereux pour l'avenir de l'école et d'envisager les possibilités de réforme que le gouvernement pourrait souhaiter. Les premiers concernés, ces candidats venus passer leur grand oral aujourd'hui. Mais déjà investis par le devoir de réserve, ils ne s'exprimeront pas sur le transfert de l'ENA à Strasbourg. Les reçus commenceront le 3 janvier prochain. Mais ces 2 élèves de sciences politiques qui rêvent un jour d'être énarques espèrent que leur future grande école restera à Paris. Les relations entre l'ENA et Sciences Po sont quand même très importantes et on a voulu essayer de voir si on ne pouvait pas s'organiser directement entre ces 2 écoles pour réussir à empêcher cette aberration. La décentralisation, c'est quand on prend des pouvoirs à l'administration centrale et qu'on les donne aux collectivités locales. Ce qu'on a l'intention de faire pour l'ENA, c'est pas de la décentralisation, c'est de la délocalisation, c'est-à-dire c'est du déménagement de fonctionnaires, c'est pas tout à fait la même chose. Mais qu'ils se rassurent, 80% des énarques font carrière à Paris, un jour ou l'autre, ils y reviendront. Elle est américaine mais connue et appréciée en France. Il est français mais connu et apprécié aux États-Unis. Liza Minnelli et Charles Aznavour vont chanter ensemble au Palais des Congrès à Paris. Liza Minnelli qui vient à peine d'arriver à Paris, le répertoire reste en partie secret, mais Michel Vial et Philippe Basquin ont eu le privilège d'assister à une répétition de ces 2 monuments du music hall. Écoutez.
Liza Minnelli, Charles Aznavour, la belle affiche d'un rêve qui devient réalité. Liza et Charles, une merveilleuse complicité sur scène, née d'une amitié de 30 ans, et Paris, du coup, devient la capitale mondiale du music-hall. Car ces deux stars ont aussi la même conception exigeante d'un métier dans lequel ils ont tous deux mis du temps à s'imposer. Il y a un peu de ça, mais je crois qu'il y a beaucoup, surtout de l'amitié. C'est le plaisir d'être quelque part ensemble, bloqués pour 4 semaines enfin, et non pas être obligé de courir à travers le monde, se dire on va se voir 2 jours par-ci, 1 jour par-là. We put our life on the stage, yes? Ouais, ce qu'elle pense, c'est qu'on met notre vie sur la scène à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois, toutes nos tripes sont là-dessus. Un peu dégueulasse à dire, mais c'est la vérité. The secret of a good performer is to be able to stand alone in the light. Seul dans la lumière, c'est ça le grand secret. Voilà les comédiens, voilà les musiciens, voilà les magiciens qui arrivent bien. Voilà les comédiens, voilà les musiciens, voilà les magiciens qui arrivent bien. On démontait dans très tôt, ils ont de leur estrade et plié les calicots. Ils sont au fond de cour de chacun, un peu de la sérénade et du bonheur d'Alaquin. Demain matin, le soleil va le s'élever. Ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils fera le son de nuit. D'autres villages en disent, le comédien garde la treasure. Bien, voilà les comédiens, voilà les musiciens, voilà les magiciens qui arrivent bien. Voilà les comédiens, voilà les musiciens, voilà les magiciens qui arrivent bien. Voilà les comédiens, voilà les musiciens, voilà les magiciens qui arrivent bien. Voilà les comédiens, voilà les musiciens, voilà les magiciens. Voilà, ça c'est la francophonie chantante. Michel Platini a fait connaître la composition de l'équipe de France de football qui affrontera demain l'Islande. Jean-Pierre Papin ne jouera pas, il sera remplacé par Simba. Ce match n'est qu'une formalité. L'équipe de France est déjà qualifiée pour l'Euro 92, mais elle tentera le Grand Chelem. Pour terminer, les rapports du tiercé quarté quinté, je les découvre avec vous. Le tiercé, il fallait jouer le 15, le 5 et le 9, qui vous rapporte dans l'ordre 3 909 francs dans un ordre différent, 781 francs 80. Le quarté plus, 15, 5, 9, 6, qui vous rapporte 39 160 francs, 3 352 francs dans le désordre. Et enfin, le quintet plus, 15, 5, 9, 6, 7, 546 207 francs dans l'ordre, 5 897 francs dans le désordre. Ce 19-20 est terminé. Dans 30 secondes, il sera 20h. Marc Cottement vous donnera d'autres informations à 22h10. Et dans quelques secondes, la météo complète de Michel Touré. À demain, 19h. Bonsoir. Bonsoir.